Mon fils a été mis à la porte de chez lui à 6h17 du matin. Quand je suis arrivé sur place, il était assis sur les marches froides en béton, tenant dans ses bras sa fille de 4 ans endormie. À côté de lui se trouvaient 2 valises. Juste 2 valises. C'était tout ce qu'il restait de 8 ans de mariage. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas crié. Il n'a pas tambouriné sur la porte qui venait de se verrouiller derrière lui. Il fixait simplement le sol, avec le regard d'un homme à qui l'on venait d'arracher la dernière once d'âme. Mais ce qui m'a serré le cœur, ce n'était pas cette scène. C'était la vérité, je savais que ce jour arriverait. Pendant 16 mois, j'avais vu chaque signe que mon fils fermait les yeux pour ne pas voir. J'avais vu l'homme qui tirait discrètement toutes les ficelles dans l'ombre. J'avais planifié cette matinée, réglé chaque détail, mais aucun plan au monde ne peut préparer un père à voir son propre fils jeté sur le trottoir, tenant encore sa petite fille dans ses bras. Il ne savait pas que j'étais là. Il ne savait pas que j'attendais cette matinée depuis plus d'1 an. Et il n'avait aucune idée que l'homme qui venait de le jeter dehors avait commis la plus grande erreur de sa vie. Parce que derrière cette porte, il y avait bien plus qu'un mariage brisé. Il y avait un secret valant des millions d'euros. Un secret que j'avais gardé caché dans une enveloppe pendant des mois. Un secret qui, si mon fils le lisait un jour, le briserait en 1000 morceaux. Laissez-moi reprendre depuis le début. Je m'appelle Bernard Dubois. J'ai 65 ans, je suis ingénieur en génie civil à la retraite, et j'ai élevé mon fils Clément seul après avoir perdu ma femme Éléonore d'un cancer des ovaires quand le garçon avait 12 ans. Je vous dis cela pour que vous compreniez qui nous sommes. Nous sommes des gens discrets. Nous réparons les choses. Clément a grandi pour devenir le genre d'homme qui écrit encore des mots de remerciement à la main et qui en pense chaque mot. Il enseignait l'histoire-géographie dans un lycée public à Annecy. Et si vous voulez tout savoir sur les valeurs d'une personne, regardez ce qu'elle est prête à faire en étant sous-payée. Il ne s'est pas marié pour l'argent. Il a épousé une femme nommée Delphine Beaumont parce qu'il aimait son rire et la façon dont elle se souvenait des petits détails que les gens lui confiaient. Et je crois encore aujourd'hui, qu'elle l'aimait en retour. Elle n'est pas la méchante de cette histoire. Gardez cela à l'esprit, car c'est important pour la suite. Le père de Delphine s'appelle Roland Beaumont. Si vous vivez quelque part près du lac des Annecy ou en Haute-Savoie, vous avez déjà vu ce nom sur des bâtiments. Il possède une demi-douzaine de locaux commerciaux dans le centre-ville, 2 concessions automobiles près de l'autoroute A41, et ce genre d'influence discrète qui fait que ses appels sont retournés dans la minute. Il entre dans une pièce et il attend. Il n'a jamais appris à être mal à l'aise, et j'ai su, la première fois que je lui ai serré la main, que c'était la chose la plus dangereuse chez lui. Un homme à qui l'on n'a jamais dit non finit par décider que ce mot ne s'applique pas à lui. Clément les a invités tous les 2 chez moi pour un dîner de fête, il y a 3 automnes. Delphine était chaleureuse. Elle posait de vraies questions et écoutait les réponses. Mais Roland a traversé ma maison de la même manière qu'un inspecteur traverse un bâtiment qu'il a déjà décidé de condamner. Il n'a rien dit de cruel. Il n'en avait pas besoin. Il a marqué une pause d'une demi-seconde de trop avant de qualifier ma maison de charmante. Charmante, comme s'il avait dû chercher ce mot sur une étagère trop haute. Je lui ai tendu un verre de vin blanc de la région, j'ai souri, et je l'ai observé le reste de la soirée. Au moment où il est parti, j'avais cerné l'homme tout entier. Et je n'aimais pas ce que je voyais. C'est là que je dois être honnête avec vous. Si c'était votre enfant qui ramenait quelqu'un à la maison, vous l'auriez ressenti aussi. Cette petite goutte froide dans l'estomac quand un étranger regarde votre vie et en évalue discrètement le prix. Je n'ai rien dit. Le bonheur d'un homme mérite qu'on lui laisse sa chance avant de commencer à pointer du doigt les fissures. Alors, j'ai gardé ça pour moi. C'est ce que je fais. Je classe les choses. Ils se sont mariés 8 mois plus tard dans le domaine de Roland. 200 invités, un open bar qui ne désemplissait pas. Roland apportait un toast qui était en réalité un discours sur lui-même, sur les exigences élevées avec lesquelles il avait élevé sa fille, sur la responsabilité de rejoindre une famille comme les Beaumont. Il l'a dit chaleureusement. Tout le monde a ri au bon moment. Clément a ri, lui aussi. Pas moi. J'ai conduit pour rentrer chez moi ce soir-là, en retournant un mot dans ma tête. Responsabilité. Le léger poids qu'il y avait mis. La façon dont cela ressemblait moins à une bénédiction qu'à un contrat de bail dont personne n'avait lu les clauses à voix haute. Je me suis garé dans mon allée et je suis resté assis dans le noir pendant un moment. Puis je suis entré et j'ai noté la date. La première entrée d'un journal que j'allais tenir pendant plus d'1 an.
Ma petite fille est née 14 mois après leur mariage. Presque 3 kilos, une belle chevelure brune et un menton qui était le portrait craché de Clément. Il m'a appelé de l'hôpital à 2 heures du matin et sa voix était une voix que je ne lui avais jamais entendue. Complètement brisée par l'émotion. Toute neuve. Papa, a-t-il dit. Elle est là. Elle est parfaite. Je n'arrive même pas à y croire, papa. Elle est juste parfaite. J'ai roulé dans la nuit noire des montagnes et je me suis assis devant la vitre de la maternité pour la regarder pendant un long moment. Nous l'avons appelée, enfin, il l'a appelée Chloé. Et quelque chose s'est apaisé en mon fils le jour où Chloé est arrivée. De la même façon que le ballast se stabilise dans la coque d'un navire et lui permet enfin de naviguer droit. Il avait toujours été quelqu'un de bien. Maintenant, il était ancré. Il lui lisait une histoire chaque soir. Il s'est porté volontaire pour entraîner une équipe de foot pour des enfants qui savaient à peine marcher. Il était son père dans tous les sens du terme. J'ai besoin que vous reteniez cette phrase. Dans tous les sens du terme qui est jamais compté. Les ennuis ne sont pas arrivés d'un seul coup. Ce n'est jamais le cas. Ils arrivent en petits morceaux sans lien apparent, qui ne forment une image que lorsque vous les mettez enfin côte à côte. Environ 8 mois plus tard, Clément a mentionné que Roland lui avait offert un emploi. Pas pour construire quoi que ce soit. Roland voulait qu'il fasse le lien avec les acteurs locaux, ce qui est une façon polie de dire qu'il voulait qu'un professeur de lycée apprécié de tous soit le visage amical de projets immobiliers qui en avaient besoin. Il veut que je quitte l'enseignement, m'a dit Clément. Mais papa, c'est 3 fois mon salaire. J'ai demandé ce qu'en pensait Delphine. Il a hésité. Elle pense que je devrais accepter. J'ai demandé ce que lui en pensait. Il a dit qu'il y réfléchissait. Je lui ai dit de prendre son temps, et je n'ai rien ajouté d'autre. Il a accepté 2 mois plus tard. J'ai visité son nouveau bureau au 3e étage du bâtiment principal de Roland. De grandes baies vitrées, des fauteuils en cuir, beaucoup de boiseries qui semblaient empruntées plutôt que méritées. Clément portait un costume qui ne lui ressemblait pas encore tout à fait. Il était fier, et j'étais fier de lui pour sa fierté. Et sous tout cela, j'étais malade d'inquiétude pour tout ce qu'il avait abandonné pour se tenir dans cette pièce. Parce que voici ce que j'ai appris en 65 ans. Quand un homme de pouvoir vous donne quelque chose gratuitement, il ne fait pas un don. Il installe un levier. Et un jour, il finira par tirer dessus. C'est mon voisin Stéphane qui m'a mis sur une voie que je n'avais pas pensé explorer. Stéphane est avocat en droit de la famille depuis près de 30 ans. Ce n'est pas mon avocat. C'est l'homme avec qui je partage une clôture et un millier de samedi matin depuis avant même que Clément n'ait son permis de conduire. Un soir sur ma terrasse, je pensais tout haut, sans accuser personne de quoi que ce soit. Stéphane est resté silencieux un moment. Puis il a dit, Roland lui a donné le poste, mais lui a-t-il jamais fait signer un vrai contrat de travail? Je n'en savais rien. J'ai appelé Clément ce soir-là et j'ai posé la question comme si c'était de la pure curiosité. Il n'y avait pas de CDI. Il était payé au mois, sous le statut de prestataire indépendant. Plus flexible pour nous deux, lui avait dit Roland. Stéphane m'a regardé par-dessus son café le lendemain matin et n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. C'est ce matin-là que j'ai commencé à prendre de vraies notes. Je veux faire une pause et m'adresser directement à vous une seconde. Si vous vous êtes déjà assis en face de quelqu'un que vous aimez et que vous avez réalisé qu'il marchait droit dans un piège avec le sourire aux lèvres, et que lui dire ne ferait que le pousser à défendre la personne qu'il a tendue, alors vous connaissez la solitude spécifique que je décris. Vous voyez tout le tableau. Vous ne pouvez pas encore en parler. Alors vous portez ce fardeau seul. Je l'ai porté pendant longtemps. 5 mois après avoir commencé ce journal, Delphine est venue chez moi, seule. Ce n'était jamais arrivé. Je lui ai préparé un café, elle s'est assise à la table de ma cuisine et est restée silencieuse un long moment avant de parler. Bernard, a-t-elle dit, il faut que tu saches que j'aime Clément. Je lui ai dit que je le savais. Et j'aime Chloé plus que tout. Je le savais aussi. Elle a baissé les yeux sur sa tasse. Mon père a des idées sur la façon dont les choses devraient être, sur ce à quoi devrait ressembler la vie de Chloé. Et parfois, ses idées et celles de Clément ne sont pas les mêmes. J'ai demandé, quel genre d'idées? Elle a levé les yeux, et ce que j'ai vu sur son visage, c'était une femme debout à la croisée d'un chemin qu'elle n'avait jamais choisi et dont elle n'était pas sûre d'avoir le droit de s'éloigner. Il veut que Chloé soit élevée d'une certaine façon. Les bonnes écoles privées,
Les bonnes fréquentations. Il appelle ça les bonnes fondations. Il pense que Clément est un homme bon. Mais pas. Elle s'est arrêtée. Pas quoi? Ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Elle a fini son café et est partie 20 minutes plus tard, en me serrant dans ses bras devant la porte plus longtemps qu'elle ne l'avait jamais fait. Je suis resté dans ma cuisine après le clic de la porte, et je n'ai pas bougé pendant un long moment. Ce soir-là, j'ai appelé Stéphane. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire de ma vie. J'ai engagé un détective privé. Il s'appelait David Leroux. Stéphane s'était porté garant de lui, et il était discret, patient et minutieux. Je lui ai demandé de décortiquer la structure financière entre Roland et mon fils. Ce que David a trouvé allait tellement au-delà de ce que je craignais que j'ai dû le lire 2 fois. La maison dans laquelle Clément et Delphine vivaient, une belle bâtisse en pierre dans un quartier verdoyant, que je pensais qu'ils avaient acheté ensemble, appartenait entièrement à une SCI contrôlée par Roland. Le nom de Clément ne figurait nulle part sur l'acté de propriété. Il n'y avait jamais été. Roland avait parlé d'un cadeau de mariage et n'avait tout simplement jamais rien transféré. Le salaire passait par une société tierce. Tout cet arrangement signifiait que Roland pouvait y mettre fin du jour au lendemain sans aucune des protections qu'offre un véritable emploi en France. Et le contrat de mariage, celui que Clément avait signé chez un notaire recommandé par Roland, stipulait une séparation de biens stricte, avec des clauses que le notaire de Clément avait qualifiées de standards, mais que Stéphane, en les relisant 3 ans plus tard, a qualifiées d'extraordinairement déséquilibrées. J'ai lu ce contrat un mardi, à cette même table de cuisine. Je l'ai lu 2 fois. Puis je me suis adossé à ma chaise et j'ai repensé aux mots charmantes. Maintenant, je dois vous raconter la partie qui a tout changé. Pas l'argent, pas la maison. C'est la partie qui m'a empêché de dormir la nuit et qui a transformé tout ce que j'ai fait par la suite en quelque chose de froid et de précis. Au cours de son enquête, David a parlé à une infirmière qui avait brièvement travaillé dans la clinique que Delphine consultait pendant sa grossesse. L'infirmière avait quitté ce cabinet depuis longtemps et n'avait de loyauté envers personne. Elle a raconté à David que, lors d'un rendez-vous prénatal difficile, Delphine lui avait confié qu'elle n'était pas certaine que Clément soit le père. Je suis resté avec ça pendant 3 jours. 3 jours à ne rien faire, juste apporter ça. Puis j'ai élaboré un petit plan minutieux. J'ai dit à Clément que je mettais enfin de l'ordre dans l'historique médical de la famille. Éléonore et moi avions toujours voulu le faire, son cancer m'avait fait réaliser à quel point c'était important. J'ai dit que je voulais les groupes sanguins, les marqueurs génétiques de base, et que ça me toucherait beaucoup d'inclure ceux de Chloé aussi. J'ai commandé des kits en ligne. J'ai dit qu'on allait en faire un petit projet de famille. Clément a trouvé que c'était une idée magnifique. Il ne se doutait pas que j'allais envoyer un écouvillon supplémentaire, un que Chloé m'avait donné lors d'un de ses week-ends à la maison, ces week-ends qu'elle appelait les vacances chez Papy, à un laboratoire privé à l'étranger. Les résultats sont arrivés un mercredi. J'ai lu l'enveloppe une fois, puis je l'ai glissée dans le tiroir de mon bureau, sous mon journal. Clément n'était pas le père biologique de Chloé, et je veux être très clair sur ce que j'ai fait ensuite. Rien. Je n'ai passé aucun appel. Je n'ai donné aucun signe. Je suis resté assis avec le bout de papier le plus lourd que j'ai jamais tenu. Et au lieu de penser aux avocats, j'ai pensé à une petite fille qui avait presque 3 ans, qui m'appelait Papy Bernard, qui mettait de la confiture de fraises sur tout ce qu'elle mangeait, et qui avait peur de l'évacuation de la baignoire. J'ai pensé à ce dont elle avait besoin et ensuite, j'ai commencé à construire. Laissez-moi être franc sur une chose, parce que je vous le dois. Si cette enveloppe avait atterri entre vos mains, je ne sais pas ce que vous auriez fait. Je ne sais pas si je vous jugerais pour quoi que ce soit. La chose facile, la chose humaine à faire, c'est de se sentir trahi et de laisser éclater sa colère. Mais je n'arrêtais pas de penser au visage de Chloé. Et une trahison que l'on crie sur tous les toits ne protège personne. Alors je l'ai ravalée, pour elle. J'ai passé les 8 mois suivants à me préparer lentement et délibérément. Stéphane m'a aidé à trouver pour Clément un véritable avocat, basé à Lyon, sans aucun lien avec la famille Beaumont ou leurs cabinets habituels. Un homme vif et discret du nom de Marc Vasseur. J'ai payé les honoraires moi-même, avec les économies que j'avais discrètement accumulées depuis la mort d'Éléonore, de l'argent que j'avais de toute façon toujours destiné à Clément. Nous avons tout documenté, l'acté de propriété, la SCI, le contrat de mariage, et comment tout cela entrait en collision avec la jurisprudence française. David a continué à creuser et a trouvé 2 anciens employés de Beaumont qui avaient été poussés vers la sortie de la même manière que Clément s'apprêtait à l'être.
Je les ai appelés. J'ai écouté. L'un d'eux, un homme nommé Étienne qui avait géré 3 des propriétés de Roland pendant près d'une décennie, a dit quelque chose que j'ai noté et gardé, il ne te licencie pas, m'a dit Étienne. Il arrange les choses jusqu'à ce que tu n'aies pas d'autre choix que de partir. Ensuite, il dit à tout le monde que tu as démissionné. Et il n'y a rien sur papier qui dise le contraire. J'ai regardé ce bloc-notes. J'ai pensé à mon fils dans son bureau emprunté, dans sa maison empruntée, avec son titre emprunté, et quelque chose en moi est devenu très calme et très certain. Je n'ai rien dit à Clément, non pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que je le connaissais. Il aurait affronté Roland dans l'heure. Il aurait exigé des réponses, cédé l'avantage, et les avocats de Roland auraient eu une réponse parfaitement préparée avant le dîner. J'avais observé cet homme opérer pendant des années. Il n'était jamais pris au dépourvu sans une position de repli. J'avais besoin de le prendre au dépourvu, alors j'ai attendu. Et attendre, quand on aime quelqu'un et qu'on voit la lame s'abattre, c'est le travail de construction le plus difficile qui soit. Le jour J est arrivé un jeudi d'octobre. J'étais dans mon salon quand Clément a appelé, et sa voix était atone, de cette façon dont une voix devient quand un homme tient bon par la seule force de sa volonté. Il nous a mis dehors, papa. Je lui ai demandé de ralentir. Mon badge ne fonctionnait pas au bureau ce matin. Roland a appelé à midi et a dit que mon contrat avec l'entreprise était résilié. J'ai conduit jusqu'à la maison et le code du garage ne marchait plus. Il y avait déjà un serrurier sur place. Il s'est arrêté. Chloé est à l'intérieur. Delphine m'a envoyé un SMS. Elle a dit que je devrais prendre du temps. Que les choses étaient devenues compliquées. Papa. On aurait dit qu'elle lisait ça sur une fiche. J'ai fermé les yeux pendant 2 longues secondes. Où es-tu en ce moment ? Ai-je demandé. Dans l'allée de la maison. Est-ce que Chloé est avec Delphine ? Est-elle en sécurité ? Oui, elle est à l'intérieur. Elle va bien. Elle ne sait même pas que quelque chose cloche. D'accord, ai-je dit. Tu appelles ton avocat tout de suite. Tu lui dis qu'il est temps. Ensuite, tu viens ici. Un silence au bout du fil. Papa, quel avocat ? Je n'ai pas de. Il s'appelle Marc Vasseur, ai-je dit. Son numéro est dans ton téléphone à la lettre V. Je ai Y émis il y a 6 mois. Appelle-le, puis rentre à la maison. Un long, très long silence, et puis très doucement, tu savais. Rentre à la maison, mon fils. C'est tout ce que j'ai dit. Il est resté assis à la table de ma cuisine pendant un long moment après son arrivée. J'ai posé un café devant lui et je l'ai laissé être silencieux aussi longtemps qu'il en avait besoin. Puis je me suis assis en face de lui et j'ai commencé depuis le tout début. Je lui ai tout raconté, le journal, les découvertes de David, l'acté de propriété, la SCI, le contrat de mariage et ce qu'il disait réellement. J'ai posé les dossiers un par un et je les laissé lire chacun d'eux. Quand je suis arrivé au résultat du laboratoire, je me suis arrêté. Il y a encore une chose, ai-je dit, et j'ai besoin que tu l'entendes avant de dire quoi que ce soit. Il m'a regardé. J'ai fait glisser l'enveloppe sur la table. Maintenant, je veux que vous ralentissiez avec moi ici, parce que c'est le moment vers lequel tout avait convergé pendant 16 mois, et il mérite d'être vécu seconde par seconde. Il a pris l'enveloppe. Ses mains tremblaient, et il essayait de le cacher. La cuisine était si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur, l'horloge au-dessus de la cuisinière et mon propre pouls dans mes oreilles. Il l'a ouverte. Il l'a lue lentement, ses yeux parcourant la ligne une première fois, puis une seconde. De la même façon qu'on relit quelque chose que l'esprit refuse de laisser entrer la première fois. La couleur a quitté son visage d'une manière que je n'avais vue qu'une seule fois auparavant. La nuit où sa mère est décédée. Il a reposé le papier très doucement. Comme on pose quelque chose quand on ne fait plus confiance à ses propres mains. Dehors, une voiture est passée. Quelque part dans la rue, un chien a aboyé 2 fois et s'est tu. À l'intérieur de cette cuisine, aucun de nous ne respirait. Elle n'est pas de moi, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Biologiquement, ai-je précisé. Il a levé les yeux vers moi. Et jamais de ma vie je n'ai autant voulu prendre la douleur d'un homme dans mon propre corps que je voulais prendre la sienne à cet instant. Et j'ai dit la seule chose vraie qu'il y avait à dire, c'est la seule façon dont elle n'est pas à toi. Dans tous les autres sens qui aient jamais compté, elle est à toi. Elle a toujours été à toi,
et cela ne change pas à cause de ce que dit ce bout de papier. Pas si j'ai mon mot à dire. Il a pressé la paume de ses 2 mains contre ses yeux. Ses épaules ont tremblé une fois. Il n'a pas fait un bruit. Je l'ai laissé encaisser. Je n'ai pas tendu la main vers lui et je n'ai pas comblé le silence, parce qu'il faut laisser un certain chagrin atterrir avant qu'un homme puisse se relever sous son poids. L'horloge a fait tic-tac. Le café a refroidi entre nous. Le temps s'est étiré comme il le fait au bord d'une tombe, où une minute pèse le poids d'une heure. Et puis, lentement, il a baissé les mains. Ses yeux étaient rouges et humides, et d'une clarté absolue. Et j'ai regardé mon fils décider en temps réel de qui il allait devenir face à la chose la plus monumentale et irréversible qui lui soit jamais arrivée. « Qu'est-ce ce qu'on fait » a-t-il demandé. « Nous avons déjà commencé, lui ai-je répondu. Je vais être honnête avec vous une fois de plus. Si c'était moi qui étais assis à la place de mon fils, je ne sais pas si j'aurais retrouvé mes esprits aussi vite. Je ne sais pas si j'aurais pu faire abstraction de la trahison pour atterrir sur l'amour. Mais c'est ça, la réalité quand on élève un enfant. On ne choisit pas l'épreuve. On peut seulement espérer que les valeurs qu'on leur a inculquées des années plus tôt seront assez solides quand le poids s'abattra enfin. Les siennes l'étaient. Marc Vasseur a déposé les premiers documents le lundi matin suivant. Le fond de l'affaire était simple, même si le travail derrière ne l'était pas. Le fait que la SCI n'ait jamais transféré la maison créée des droits opposables selon le droit français, une promesse faite sur laquelle mon fils s'était fondé. La structure de rémunération en tant que prestataire avec la société de Roland, dissimulant un travail subordonné, donnait à Clément un motif solide de requalification en contrat de travail avec réclamation d'arriérés de salaire. Et le contrat de mariage, examiné maintenant par un avocat indépendant, avait été signé dans des conditions soulevant de sérieuses questions, car le notaire recommandé par Roland entretenait une relation d'affaires de 17 ans avec la famille Beaumont qui n'avait jamais été divulguée à mon fils. Les avocats de Roland ont répondu en 48 heures. Ils étaient bons. Ils étaient rapides. Ils s'étaient clairement préparés à une version de tout ça. Ce à quoi ils ne s'étaient pas préparés, c'était à l'ampleur de la riposte. David avait passé plus d'1 an à faire un travail minutieux. Étienne s'est manifesté avec ses propres dossiers, conservés dans un coffre ignifuge dans son garage, et son éviction ressemblait tellement à celle de Clément qu'elle établissait un mode opératoire. La deuxième ancienne employée, une femme nommée Pauline, avait également ses propres dossiers. Et puis, il y a eu ce que Delphine a fait. Je ne parlerai pas d'elle avec dureté. Elle a été élevée par un homme qui ne lui a jamais laissé prendre une décision qui ne finisse pas par le servir. Mais quand elle a enfin compris l'étendue de ce qui avait été fait à son mari, à son mariage, à la famille de sa fille, elle a fait un choix qui, je crois, lui a coûté plus que ce que quiconque pourrait voir. Elle a appelé le cabinet de Marc Vasseur d'elle-même. Elle a remis des documents qui confirmaient les manœuvres avec la SCI et la structure des contrats, et elle a avoué d'elle-même, sans y être invitée, la vérité sur la conception de Chloé qu'elle portait seule depuis près de 4 ans. Je ne sais pas ce qu'il lui a fallu pour décrocher ce téléphone. Je sais exactement ce que cela a signifié pour nous. C'est ici que je dois un moment d'honnêteté à Roland Beaumont. Même maintenant, je ne pense pas qu'il se réveillait chaque jour en décidant d'être cruel. Je pense qu'au plus profond de lui-même, Roland croyait qu'il protégeait quelque chose. Il avait bâti un empire à partir de rien. Et pour un homme comme ça, l'argent n'est pas un confort, c'est une responsabilité, une structure qu'on défend au péril de sa vie. Il regardait mon fils, un gentil professeur de lycée sans aucun sens des affaires, et il voyait sincèrement une poutre fragile dans un bâtiment qu'il avait passé 40 ans à ériger. Il pensait que la retirer discrètement était plus bienveillant qu'une guerre ouverte. Il pensait être un bon gardien de sa lignée. C'est la tragédie des hommes comme Roland. Ils confondent si complètement le contrôle avec l'amour qu'une fois vieux, ils ne font plus la différence, et tout leur entourage en paie le prix fort. Comprendre cela ne m'a pas fait lui pardonner, mais ça a rendu ce qui a suivi moins semblable à une vengeance et plus semblable à l'inspection finale d'un bâtiment par quelqu'un qu'il ne pouvait pas intimider. Le règlement a pris 4 mois. Je ne vous exposerai pas chaque détail car certains éléments sont encore sous le sceau de la confidentialité et d'autres n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est le résultat. La maison a été transférée au nom de Clément. La machinerie juridique même que Roland pensait utiliser pour se protéger a été utilisée correctement pour faire respecter la promesse que cette maison avait toujours représentée. Les réclamations financières pour requalification de contrat ont été réglées. Ses finances ont été restaurées, et bien plus encore. Frais de justice inclus.
Le contrat de mariage initial a été remis en cause. Roland n'a jamais vu l'intérieur d'une cellule de prison. Et je veux être clair avec vous à ce sujet. Ce qu'il avait fait était structuré assez soigneusement pour rester du côté civil de la justice. Et je ne suis pas naïf sur ce que l'argent peut acheter à cet égard. Mais deux de ses plus grands partenaires commerciaux, une fois qu'ils ont compris le schéma exposé dans ces procédures, ont discrètement pris leur distance avec lui. Un projet immobilier qu'il poursuivait depuis 3 ans s'est effondré faute de financement. Son nom a cessé d'ouvrir toutes les portes qu'il ouvrait autrefois. Je mène contente. Je mène contenterai tous les jours. C'est la partie de l'histoire où je vous dis ce qu'elle m'a appris, parce que je pense que vous êtes venu ici pour plus que juste la fin. Toute cette affaire m'a appris que les personnes les plus dangereuses de votre vie haussent rarement le ton. Elles sourient. Elles font des cadeaux. Elles construisent la cage barreau confortable après barreau confortable. Et le temps que vous le remarquiez, vous êtes déjà à l'intérieur. L'erreur que font la plupart des gens, c'est de croire que l'amour et la générosité viennent toujours sans condition. Ce n'est pas toujours le cas. Et la chose que Delphine a comprise à la fin, que personne d'autre dans cette famille n'avait jamais comprise, c'est que protéger un enfant signifie parfois trahir la personne qui vous a élevé. Alors voici quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui. Si quelqu'un vous a donné une maison, un emploi, un avenir, mettez votre nom sur les papiers, lisez l'acte notarié, lisez le contrat de travail. L'amour et les signatures ne sont pas la même chose. Et ceux qui vous disent de ne pas vous soucier de la différence sont généralement ceux qui comptent sur le fait que vous n'irez pas vérifier. Et voici une question avec laquelle je veux que vous restiez après avoir fermé cette vidéo. Si tout ce que vous avez en ce moment était discrètement détenu au nom de quelqu'un d'autre, à quel point êtes-vous vraiment libre? Chloé a eu 4 ans en janvier. Nous avons fêté son anniversaire juste ici, car Clément vit avec moi pour le moment, le temps de réfléchir à la suite. Elle voulait un thème de princesse. Alors, j'ai passé un samedi après-midi à laisser une petite fille de pas tout à fait 4 ans m'enfoncer une couronne en papier sur la tête pendant que j'étais assis sur la terrasse par un froid glacial, en lui disant que j'étais le roi de la montagne gelée. Elle a trouvé que c'était la chose la plus drôle qui soit jamais arrivée dans l'histoire du monde. Clément se tenait dans l'encadrement de la porte à nous regarder, traversant quelque chose qui n'est plus tout à fait du chagrin. Plutôt le lent travail d'acceptation d'une nouvelle forme pour une chose que vous pensiez avoir comprise. Il fait ce travail honnêtement. Il va la chercher et la dépose, il lui lit une histoire le soir quand c'est son tour de garde, et il entraîne cette équipe de foot chaque samedi matin. Et il n'a pas vacillé une seule fois, pas un seul jour. Les gens me demandent parfois si je me sens coupable de l'avoir laissé traverser ces mois dans l'ignorance. Je n'ai pas de réponse claire. Ce que je sais, c'est que si je lui avais dit plus tôt, il aurait affronté Roland à vif au lieu de l'affronter avec force, et il aurait fini isolé, sans issue. Ce que j'ai construit a exigé du temps, du silence et la discipline de maintenir un cap pendant que chaque instinct me hurlait d'agir. Était-ce bien de laisser mon propre fils dans l'ignorance? Je ne sais pas. Je sais que c'était nécessaire.